Eh bien, bonjour Pierre. Bonjour Béatrice. Tu connais cet exercice, mais aujourd'hui on le fait tout à fait différemment. Mais je vais te reposer les mêmes questions Oui. et je vais commencer par, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, c'est ton nom, le lieu où tu te trouves actuellement et si tu en as envie, ton âge. Alors, je m'appelle Pierre Janin. Je suis actuellement dans mon bureau au Creuset de Méman, qui est un lieu d'accueil de stage que nous avons créé, ma femme et moi, en 1992. Et voilà, donc ça fait maintenant plus de 27 ans. Et puis voilà, j'ai 85 ans. Mmh. J'ai commencé à être thérapeute à l'âge de 51 ans. Ah oui, d'accord, je ne savais pas. D'accord. Et, et comment tu vis ton âge? Ça dépend des jours. Je me souviens que quand j'ai eu 80 ans, je me dis c'est quand même, ça fait quand même beaucoup, mais je ne vois pas bien où est la différence. Bon, et avec les années qui passent, je sens plus facilement que l'énergie, il y en a moins. Mmh. Donc, par exemple, faire des balades à pied, je peux en faire des courtes, mais pas des très longues. Enfin, si je peux les faire longues, mais arrivé au bout, je suis fatigué. Mmh. Et puis, en gros, je récupère moins vite. Voilà. Donc, alors je me dis, normalement, c'est un âge de sagesse, je mets des guillemets. Hein. Je ne sais pas si je suis en train d'être sage, mais en tout cas, je m'aperçois qu'il y a des domaines où je suis encore très sensible à ce qui se dit ou ce qui s'échange devant moi. Et il y a des moments où ça me met en colère, où ça me m'écoeure, où ça m'indigne. Et je crois que je suis en train de devenir un peu moins réactif par les temps qui courent, parce qu'il y a des tas d'occasions d'être en colère ou indigné. Mais en ce moment, ces jours derniers, je crois que je me suis un peu écarté. Mmh. Peut-être justement pour rester à la hauteur par ailleurs. Mmh. Bon. L'âge n'enlève rien aux émotions. Pardon? L'âge n'enlève rien à tes émotions. Ton Ah, âge n'enlève rien à non, tes non, émotions. il n'enlève rien. Euh, Qu'est-ce que tu es qui, toi, en tant que personne? Comment tu pourrais parler de toi aujourd'hui? C'est-à-dire sous l'angle de quelles sont tes qualités, quelles sont les valeurs qui t'animent, quelles sont les passions que tu as. Ah, alors ça a changé avec le temps parce que je ne suis pas né pareil. Enfin, je suis né avec d'autres instincts, besoins, désirs, etc. Aujourd'hui, dans le nouveau livre que je suis en train d'écrire, ça commence par «J'aime les gens». Et je crois que c'est quelque chose qui est très ancien chez moi, mais qui est monté à la surface il y a 30 ans, en gros, ou peut-être il y a 35. Et avant ça, je ne savais pas que les gens m'intéressaient. Et depuis que j'ai exercé, enfin, après avoir exercé le métier de gestalt thérapeute pendant 29 ans, je me rends compte qu'il y a chez moi une disposition de base qui est ouverte, non seulement ouverte, mais bienveillante, solidaire, quelque chose du genre ah oui, là ça doit être difficile, ah oui, comment vous en sortez avec ça? Bref, quelque chose qui est oui, solidaire, c'est le meilleur mot, je crois, pour traduire ce que je ressens à l'intérieur. C'est que je me sens concerné par les questionnements des autres. Évidemment, je suis concerné par les miens aussi. Donc j'imagine qu'il y a des résonances entre mes sensibilités ou ma réceptivité et celle des autres, et que ça fonctionne comme si, ben voilà, on est peut-être 2 ou 3 ou 4, mais si moi je vibre avec les autres, ben voilà, c'est moi qui vibre en même temps que les autres. Est-ce que je réponds à ta question là? Oui, tu réponds à ma question. Oui, tout à fait. Et Je n'ai pas tout entendu. je disais, ah pardon, je parle doucement aujourd'hui, je vais me rapprocher un peu du micro. Je Oui. disais, oui, tu réponds tout à fait à ma question. Est-ce que ça rentre dans tes passions? Ça rentre dans tes valeurs, dans ce qui t'intéresse, mais est-ce que ça rentre aussi dans tes passions? Est-ce que tu as des passions? Je crois bien. Est-ce que tu as envie d'en parler? Oui, mais il faut que je cherche mes mots. Bien sûr, j'ai envie d'en parler.
s'il y a une passion, est-ce que c'est une passion? Peut-être que oui. C'est, pour dire un titre très général, c'est le vivant, ce qui est vivant. Quand j'étais petit, du genre entre 5 ans, 10 ans, 15 ans, j'étais très fasciné par notamment les papillons. Et pour la raison que un papillon, c'est le fruit d'une évolution transformatrice extrêmement impressionnante. Alors, tu vois ce que c'est qu'un papillon, tu sais que ça naît d'un petit œuf sans doute, et ça devient une chenille qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui se transforme en chrysalide, de laquelle éclora le papillon. Et d'un bout à l'autre, il y a constamment de la transformation. Et le plus impressionnant pour moi, c'est le passage de la chenille au papillon. J'ai fait un exposé l'autre jour à ce sujet-là, en montrant une douzaine de chenilles, et puis à côté, la douzaine de papillons qui leur correspondaient, mais sans dire lesquels. Sans dire lesquels étaient lesquels. Alors, la douzaine de personnes qui étaient là, ils ont formulé des hypothèses toutes fausses. Ils n'imaginaient pas que cette chenille-là, ça avait donné ce papillon-là. Tellement la transformation est immense. Alors tout ça extrapolé aux personnes, à moi-même et aux personnes, ça donne, les transformations sont toujours possibles. Il y a toujours quelque chose qui peut se transformer. Et ça rejoint quelque chose que j'ai trouvé dans Goodman. C'est quelque chose comme la foi, la confiance inébranlable que quelque chose peut changer, quelque chose comme ça. Alors pour moi, en tant que thérapeute, c'est une évidence que c'est ça qui m'habite. La personne qui vient me voir, elle ne va pouvoir se transformer en autre chose. Alors, les papillons n'ont pas lâché, si je peux dire. Récemment, j'ai encore fait un élevage de papillons. Je m'émerveille de voir une chenille verte et toute verte qui va donner un papillon avec des très belles couleurs jaunes, orange, bleu, etc. Donc, il y a quelque chose qui me touche dans le fond, là. La transformation. Je trouve ça super, une très belle métaphore de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Je trouve que ça parle du fait que tu as 85 ans et tu peux encore te transformer, déjà. Je trouve qu'il y a vraiment aussi quelque chose qui est merveilleux là-dedans. Et alors, j'apprends que tu fais des élevages de papillons. Je crois que c'est la première fois que j'entends ça. Je ne savais pas que ça se faisait. Je trouve ça super poétique. Ça se fait, mais pendant longtemps, je n'en ai pas fait. J'étais occupé à autre chose. Et récemment, comme moi, je suis à la retraite, d'une part, j'habite la campagne, d'autre part, puis j'ai un neveu par la première alliance qui s'intéressait énormément aux papillons, suite au fait que dans la famille, dans mon ex-belle famille, je m'intéressais aux papillons, donc il s'y intéressait aussi, et donc on est un peu complices là-dedans. Lui aussi, il a fait beaucoup d'élevage, et moi, tout récemment, j'en ai refait un, parce que j'ai repéré à côté de chez moi un papillon qui tournait autour d'un arbre. D'habitude, les papillons, quand ils veulent manger, ils cherchent des fleurs. Et celui-là, il ne cherchait pas des fleurs. Je me dis, c'est peut-être une femelle en train de chercher où pondre. Et en effet, c'était ça qu'elle est en train de faire. Donc, j'ai repéré là où je l'ai vu s'arrêter 3 secondes. Et puis, j'ai vu qu'elle avait pondu un œuf sur la feuille en question. Et après, je me suis dit, mais comme ça fait 2 heures qu'elle tourne là, cette femelle de papillon, il doit y en avoir d'autres ailleurs. Alors, j'ai regardé de près et j'ai trouvé au moins une douzaine de branchettes sur les feuilles desquelles il y avait des œufs. Et du coup, je les ai élevés dans une boîte d'élevage. J'avais mis des nouvelles branchettes, j'ai arrosé le truc avec tout ça et elles sont devenues grandes. Et maintenant, j'ai 6 ou 7 chrysalides de cette espèce-là qui vont éclore au printemps. C'est magnifique, je trouve ça super poétique et aussi encourageant. Il me donne des idées. D'ailleurs, ça se rattache à quelque chose dont je parle souvent, et j'en ai parlé aussi dans mon livre de 2011, c'est ce que j'appelle le stade chrysalide, chez nous les humains. Que la chrysalide, ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle ne bouge plus, elle n'a pas d'antenne, elle n'a pas de pattes, elle n'a pas de quoi manger, la seule chose qu'elle échange avec l'extérieur, c'est l'oxygène. Il y a des orifices sur le bord de la chrysalide par lesquels l'oxygène communique avec les dedans. Et tout se passe dedans. Alors là, pour les chrysalides que j'ai, ça va durer 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais pour la génération d'avant, ça durait 3 semaines, parce que c'était en plein été. Donc ça vaut beaucoup plus vite. Et les stades chrysalides, nous, les humains, tous les humains, on a besoin de moments comme ça, où ça se passe que dedans, c'est-à-dire hors relation. Et les relations sont toutes à l'intérieur,
c'est à l'intérieur que ça se passe, c'est à l'intérieur que ça se transforme. Et voilà comment je fais le lien entre les papillons et nous. Hein, c'est que quand nos clients ont besoin de ne rien dire, eh ben, c'est peut-être parce que justement, il se passe des choses dedans. Et que si moi je voulais, de mon côté un peu interventionniste, j'interviens trop, eh ben, ça ne va pas. Ouais. C'est juste et c'est quelque chose que je vais garder dans mon travail. Pierre, est-ce qu'il y a une personne qui a eu, une ou plusieurs personnes qui a eu une influence sur toi? Oui, il y en a eu plusieurs. Alors, je pense d'abord à mon père. On était 6 enfants dans la famille. J'y étais parce qu'il y en a 2 qui sont morts maintenant. Il aimait tous ses enfants. C'était vraiment un homme dans la vie. Je crois qu'elle a été concentrée sur réussir sa famille. Alors, comme ma mère, elle est morte quand j'étais petit, il a été à la fois papa et maman, et il avait des qualités des deux. Hein, il savait écouter, il savait. Bon, et il m'a beaucoup accompagné, moi, dans mes recherches, dans mes, je ne peux pas dire errance, mais en tout cas indécision, et dans mes passions aussi. Il m'a toujours accompagné dans. Je m'intéressais beaucoup aux papillons étant petit, ben, lui, il m'a aidé dans ça. Après, je me suis intéressé à la chimie. Et j'ai utilisé une des salles de bain inutilisées de la grande maison qu'on habitait pour y faire un petit labo de chimie. Et il m'a encouragé à ça. Donc mon père, il m'a beaucoup marqué par son accueil, sa bienveillance. Et il n'était pas que gentil, hein, il pouvait être sévère aussi. Mais n'empêche que moi, on va dire qu'il m'a contenu et accompagné. Donc il a laissé en moi une espèce de trace qui pourrait dire quelque chose d'accueillir, dire oui, être, être avec, être avec ce que la personne en face, elle cherche. Et puis il était aimant et bienveillant. Même s'il a eu des colères que moi, je n'ai pas trouvé juste, mais enfin, c'est très peu par rapport à tout le reste. Je n'ai pas eu, moi, de passage adolescent où j'aurais dire j'en ai rien à foutre, qu'il se démerde, ou je me démerde sans lui. Non, pas du tout, ça ne s'est pas fait comme ça. Bon, bien sûr, j'ai des moments de contre, mais au point où j'aperçois qu'il y a souvent des jeunes ados qui sont extrêmement remontés contre leurs parents. Moi, je n'ai pas vécu ça. Peut-être parce que justement, j'ai été bien accompagné. Et je me souviens même en particulier d'un moment, j'avais eu des très mauvaises notes en classe. Pourtant, j'étais doué, mais comme j'étais doué, je ne travaillais pas à la maison et un jour, ça s'est retourné contre moi. Et donc, il m'a interrogé là-dessus. Et moi, comme j'avais peur de lui, enfin de son autorité, j'ai répondu en montant un peu. Mais il a insisté, il ne m'a pas dit, allez, on arrête, t'es bête, tu n'y arriveras pas. Enfin, il n'a pas du tout dit ça. Il a insisté, jusqu'à ce que moi, je me rends compte que comment dire, je me défendais très mal et qu'en fait, il était bienveillant. Et j'ai fondu en larmes, je devais avoir 12-13 ans par là. Et il y a eu une alliance entre nous très forte, qui existait déjà avant, mais celle-là, elle était explicite. Voilà. Donc voilà, cet homme-là, il m'a beaucoup marqué quelque part. Et je me souviens même que quand il est mort en 1979, après qu'il soit mort, j'étais en thérapie à ce moment-là, et j'ai rêvé plusieurs fois de lui, et chaque fois, il m'encourageait dans mes rêves. C'est plutôt sympa, ça. Ouais, c'est super. J'ai un collègue qui avait un père qui n'était pas du tout comme ça, et après qu'il soit mort, ben, il est venu lui rendre visite de différentes façons, notamment dans les rêves et aussi autrement, dans des fantômes, enfin ce genre de choses. Et là, au début, il ne voulait absolument pas voir son père. Donc je dis, mais écoute, tu pourrais lui dire bonjour quand même quand il arrive. Oui. Peut-être Peut-être qu'il s'est transformé. Alors justement, il a fini par lui dire bonjour. Et après, la relation fantomatique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, eh ben, elle est devenue pas gênante. Voilà, donc mon père, premier. La deuxième personne qui me vient à l'esprit, c'est un philosophe d'origine lettonne ou lituanien ou quelque chose comme ça, qui s'appelait Kaiserling. Alors, Kaiserling, il est mort maintenant, il y a longtemps. Il a un fils qui s'appelle Kaiserling aussi. Et
Et la Kaiserling, le mien là, j'ai appris récemment qu'il avait beaucoup interagi avec Carl Gustav Jung. Jung s'était rendu plusieurs fois à des réunions de Kaiserling où il discutait des grandes questions. Alors, moi, je suis tombé par hasard sur un bouquin de Kaiserling dans la bibliothèque de mon père, qui s'appelait, je crois, La vie intime. Et moi, à l'époque, adolescent, recevant la pulsion sexuelle sans comprendre qu'est-ce qui se passait, j'ai lu La vie intime, je me suis dit, oh là là, il va y avoir des choses un peu Croustillante. croustillantes là-dedans. Et puis pas du tout. C'était un livre de philosophie sur c'est quoi la vie personnelle, les proches, les gens, comment on parle, comment on mange. Donc c'était très proche du réel. Et par rapport à la philo que j'ai fait après en fac plus tard, et ben ça c'était un philosophe qui moi me convient parce que ça parle du quotidien. Voilà. Donc ce Kaiserling a été donc alors j'ai acheté beaucoup de bouquins de Kaiserling, notamment d'occasion parce qu'il était passé de mode. Hein. Quand il faisait des conférences en France, parce qu'il en a fait des conférences en France, il parlait français comme il parlait russe ou anglais ou quoi que ce soit. Et ben ça devait être dans les années 1930, 25-30. Donc après, les bouquins n'étaient plus tellement en première édition, mais moi j'en ai acheté beaucoup, j'en ai lu une bonne douzaine de Kaiserling et chaque fois j'ai trouvé beaucoup de nourriture. De la nourriture bienveillante, tu vois, disponible, ouvert, conscient que la vie c'est pas simple et que ben oui, il y a les pulsions, il y a le bonheur, il y a les vis-à-vis, enfin bref, tout ça, ça me parlait direct. Quoi. Alors voilà, Kaiserling. Après ça, après Kaiserling, il y a eu quoi je crois que c'est... Alors, à cette époque-là, quand j'avais entre, on va dire, 10 ans et 18 ans, je m'intéressais beaucoup à des choses tout à fait matérielles. J'étais très curieux de la matière et notamment de la matière électrique. Donc, j'ai eu un jour en cadeau d'anniversaire, quand j'avais 6 ans ou 5 ans, une pile électrique. C'était un énorme bonheur d'avoir une pile électrique. Je faisais faire des étincelles, j'apprenais à faire des électroaimants, enfin bref, des trucs qui sont absolument banals, mais moi, ça me passionnait. Et plus tard, j'ai persévéré dans cette voie-là de la découverte de tout ce qui était physique, un peu mystérieux, et donc j'ai inventé des appareils, j'ai créé des postes de radio, enfin bref. Et voyant ça, mon père m'a guidé, il m'a canalisé, parce que moi, je n'avais pas trop d'idées, vers devenir ingénieur électronicien. C'est ce que j'ai fait. Et puis, j'étais quelqu'un de très isolé ou de très timide à l'époque. Je n'avais pas beaucoup de copains. Après, j'en ai eu un peu plus. Bon, j'ai donc intégré une école d'ingénieur. Et je me souviens qu'à la fin de ça, les copains, j'étais dans un petit groupe de copains. On s'appelait la Pléiade parce qu'on était 7. Et il y en a un qui disait, ben moi je vais entrer chez RMC, moi je vais entrer chez machin, moi je vais entrer chez... Donc ils avaient des plans comme ça pour commencer à travailler. Et moi je me disais, ah bon, mais moi j'ai pas de plan comme ça. Je ne sais pas ce que je veux faire. Et en fait, ce que mon père a su pour moi, c'est que ça me ferait du bien d'aller à l'étranger. Alors du coup, j'ai passé 2 ans aux États-Unis à être élève, à être étudiant et enseignant dans un collège, dans l'université du Michigan, où j'étais enseignant parce que j'animais des groupes de travaux pratiques pour les gens, pour les jeunes étudiants qui apprenaient les bases de l'électricité. Quoi. Et donc moi, j'étais à la hauteur pour leur enseigner ça. Et puis, alors, qu'est-ce qui oui, Influence. Alors, et puis c'est là que je suis tombé amoureux. Et puis je me suis aperçu que ce n'était pas simple. Et puis en revenant en France, et ben j'ai commencé j'ai été au service militaire. À l'époque, c'était pendant la guerre d'Algérie. Heureusement pour moi, je n'ai pas été envoyé en Algérie parce que, sensible comme je suis, je n'aurais sans doute pas supporté. Je suis entré dans la marine parce qu'il y avait des possibilités dans la marine. Et là, j'enseignais les mathématiques à un groupe de sous-officiers qui allaient quitter la marine. Ils avaient 30 ans. Hein. Un jeune
candidat pour être marin, ça entre dans une école de maestrance à l'âge de 16 ans, je crois, et ça s'engage pour une quinzaine d'années. Et après, ils sont libres. Donc, ils peuvent aller dans le civil, munis de tout ce qu'ils ont appris. Et moi, je faisais partie d'un groupe d'enseignement. J'étais le prof de maths, là, en l'occurrence, avec d'autres qui étaient profs d'autres choses. Tous qui faisaient leur service militaire. Et alors, ce dont je me suis rendu compte là, c'est que les grandes questions, ce qu'on appelle les grandes questions, hein, la vie, la mort, la souffrance, l'amour, etc., le respect, hein, eh ben, ni les mathématiques et encore moins la technique, ça n'avait de réponse. Il n'y avait pas de réponse. Dans ces domaines-là, il n'y a pas de réponse. Si un avion a du mal à atterrir, on va inventer un système technique pour l'aider à atterrir. Parce que, alors, ça disait pas parce que sinon le pilote aura peur, ça disait parce que ce sera plus commode. Vous voyez, il n'y avait pas les émotions, les ressentis, ça avait une place minime. Et toute la technique, ça sert à faire en sorte qu'il y ait moins d'angoisse, d'inquiétude, de soucis. Donc, alors, à ce moment-là, je suis retombé amoureux. Et c'est là que je suis tombé sur une femme qui était en train de faire des études de philo. Moi qui étais un technicien. Et alors, ça a commencé plutôt bien, bien sûr. Quand on commence, ça commence bien. Et puis, ça a fini différemment parce qu'à un certain moment, elle s'est rendue compte que, ben non, elle n'était pas tant amoureuse que ça. C'est pourtant elle qui s'était déclarée. Et puis, moi, j'ai protesté contre ça. Puis, elle me disait, mais non, mais tu ne peux pas comprendre parce que toi, tu n'es qu'un électronicien. Alors, du coup, je me suis dit, comme elle était prof de philo, elle était philosophe, étudiante. Je me suis dit, bon, ben, on va voir. Et du coup, je suis allé faire de la philo en fac. Et ton influence à ce moment-là était? Alors, et à ce moment-là, c'était alors c'était pas Kaiserling parce qu'en fac on n'enseigne pas Kaiserling. Il est beaucoup trop terre à terre. Moi, je trouve que c'était normal d'être terre à terre, mais non. Mais j'ai appris ce que c'était que l'interrogation abstraite sur les grandes questions. Mais les grandes questions, c'était même pas la souffrance, c'était même pas l'amour, c'était encore plus abstrait que ça. En tout cas, ça m'a amené moi à m'intéresser notamment à la graphologie. Parce que la graphologie, ça permettait de voir qui j'étais d'abord moi, et puis qui étaient les autres dans leurs écritures. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la nature humaine, la mienne d'abord, parce que je ne savais pas trop qui j'étais là, et puis celle des autres. Et du coup, petit à petit, j'ai été intéressé par les gens, alors que jusque-là, je n'étais pas intéressé par les gens. J'étais plutôt prudent par rapport aux gens. Et à ce moment-là, je me suis marié, et il a commencé au bout de quelques années à avoir des tensions très fortes entre ma femme et moi, ma première femme et moi. Et du coup, je suis entré en psychanalyse et sans le faire exprès du tout, je suis tombé sur un Jungien. On était toujours plusieurs dans sa salle d'attente au début de l'après-midi parce qu'il nous prenait toutes les 20 minutes ou 35 minutes. On ne pouvait pas savoir, lui non plus. Et dans sa salle d'attente, il y avait des bouquins sur l'étagère et c'était des bouquins de Jung. C'est comme ça que je suis entré dans le jungisme, dans le être attentif à Jung. Et moi, j'ai été tout de suite complètement nourri par Jung. Et ça a duré pendant une dizaine d'années où j'étais plongé dans Jung, je travaillais mes rêves avec des bouquins de Jung. Et donc, ce qui était important pour moi, c'est que Jung, il ouvrait la porte à toutes les grandes questions. Aussi bien l'amour que la sexualité, que la spiritualité, que la souffrance, etc., etc. Donc, je me suis senti accueilli dans un immense espace où il y avait la place pour tout ce que j'étais. Voilà, Jung. Alors, je ne veux pas dire que je sois jungien, mais je suis sensible à tout ce qu'il a ressenti lui. Je n'ai pas tout lu de tout de Jung, il y en a peut-être 3 fois plus que ce que j'ai lu moi. Mais ce que je sais de lui, surtout après avoir lu tout récemment, un énorme bouquin qui fait presque 1000 pages par une biographe de Jung, c'est une femme qui fait des biographies très détaillées sur plein de gens, des gens connus. Hein. Et là, on lui a demandé de faire une biographie de Jung, et alors elle a plongé dans les archives familiales enfin, de Jung, et elle a tiré un énorme bouquin qui décrit par le détail comment ça se passait tous les jours, et comment il était. En fait, c'était un homme assez peu, comment dire, plutôt difficile d'accès, qui avait une tendance à se sentir au-dessus des gens et qui avait des réactions par rapport aux gens qui étaient souvent désobligeantes. Moi, je savais ça, mais
mais ce qui me frappe le plus, c'est à quel point cet homme était habité par des choses extrêmement puissantes, qui ressemblaient quelquefois à des révélations. Et puis, au lieu de s'identifier à ces révélations comme font certains, il disait « Ah, il m'arrive ça, mais attends, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ?» Donc, il a toujours pu prendre une petite distance, plus ou moins grande, par rapport à tout ce qui lui arrivait, dans ses rêves, dans des visions aussi, dans des prémonitions aussi. Donc, il était chahuté de l'intérieur à la base, depuis sa jeunesse, depuis son enfance. Donc, j'ai beaucoup apprécié ça, ce côté, ben voilà, je reçois des choses, je ne sais pas ce qu'elles valent, mais je vais voir comment je peux les intégrer dans ma vie. Donc, mon deuxième repère, c'était Jung. D'ailleurs, je me souviens qu'il y avait dans la bibliothèque de mon père, avec un Kaiserling, il y avait aussi Jung, l'homme à la recherche de son âme. Donc, c'est peut-être là que j'ai lu du Jung pour la première fois, mais il s'est passé beaucoup d'années entre cette lecture-là et quand je suis devenu psychanalysé par un Jungien. Avant que tu te l'appropries vraiment pour toi, cette façon de regarder le monde. En tout cas, ça m'a beaucoup éclairé, moi, ou aidé à consentir à ma multiplicité intérieure. Et éventuellement la dualité ou même la division intérieure, parce que Jung, il était très divisé intérieurement. Et il n'a pas arrêté de faire du lien, de dire, mais il doit y avoir une explication. Ah oui, d'accord, ah oui, je vois. Donc, il était un réunisseur par rapport à lui-même, et en tant que thérapeute, j'imagine aussi. Et moi, je me sens aussi ça, un réunisseur, quelqu'un qui réunit, qui fait du 1 à partir du 2. Voilà, alors ça, c'était Oui, du coup, ça m'intrigue de ton passage de Jung à la Gestalt. Comment tu es venu à la Gestalt en ayant cette première approche psychanalytique jungienne? Alors, je crois que j'ai oublié un homme important dans l'intervalle. Ah, c'est que oui. j'ai fait ce travail psychanalytique avec un Jungien. Et puis, en même temps, j'étais entré dans un labo du CNRS dirigé par un certain Rémi Chauvin, dont nous avons parlé, je crois, la dernière fois. Et ça, je l'ai beaucoup admiré. Et puis, j'ai été impressionné aussi par son ouverture d'esprit, son côté chaleureux et tout ça. Et il s'intéressait aux fourmis et aux abeilles. C'était un spécialiste des fourmis et des abeilles. Et par ailleurs, il était aussi intéressé par la spiritualité. Donc, il a écrit des bouquins, des romans. Dans un de ses romans, ça se passait dans les temps anciens, il rencontrait Jésus et il parlait à Jésus. Donc, il y avait de l'ouverture aussi, tu vois, chez cet homme-là. Et si je le recite maintenant, c'est parce que, je le rajoute, c'est en même temps que Jung, en gros. Et lui, cet homme-là, il voyait, enfin, il savait où je lui avais dit que j'étais en psychanalyse ou que j'étais intérieurement pas tranquille, etc. En travail. En travail, oui. Mais lui, comme il disait, je ne crois pas à l'inconscient. Et il avait des appuis là-dessus. Il y avait des bouquins, bon, parce qu'il ne disait pas ça en l'air. Hein. Et donc, il m'aimait beaucoup, je crois. Moi aussi, d'ailleurs, dans votre sens. Il m'estimait beaucoup. Mais il trouvait que j'étais sur une mauvaise voie parce que je me posais trop de questions. Mais moi, je ne pouvais pas m'en poser, moi. Et alors, finalement, quelle était la transition? C'est que je me suis mis à faire... Attends, comment ça s'est fait? J'ai fini par quitter son labo sans avoir été jusqu'au bout du travail que j'avais entamé, une sorte de thèse, enfin de mini à l'époque, ça n'existait pas encore les thèses d'aujourd'hui. Bon, mais j'ai quitté son labo, et puis je me suis mis à travailler tout seul, et notamment à faire des études graphologiques pour les gens et à devenir de plus en plus curieux sur c'est qui tous ces gens-là. Au même moment, je m'intéressais aux phénomènes qu'on appelle paranormaux. J'étais curieux de ça. Je voyais bien qu'il y avait du vrai là-dedans, mais je ne comprenais pas. Enfin, je n'avais pas de façon de raccorder ça au reste, quoi. Surtout à mon côté ingénieur, hein, parce qu'un ingénieur, paranormal, ça fait deux. Hein. Oui. Alors, petit à petit, je me suis apprivoisé en lisant des trucs. J'ai rencontré un groupe où il y avait plusieurs étudiants pas des débutants, hein, qui s'intéressaient à ça aussi. Donc,
il y avait un groupe dans lequel, pendant 2 ou 3 ans, j'ai participé à leurs activités. J'étais même quelqu'un d'un peu influent dans ce groupe-là. J'ai fait des cours, moi, sur les phénomènes paranormaux, tirés des archives qui existent, des publications qui existent. Et à cette occasion-là, j'ai parlé des rêves, que je travaillais en mode jungien à l'époque. Et du coup, il y a des gens qui m'ont dit, des gens qui assistaient à mes cours, hein, enfin mes cours, mes entretiens, ils m'ont dit, mais est-ce que tu ne me ferais pas, moi, travailler mes rêves? Alors j'étais un peu étonné qu'on me demande à moi de bien vouloir les faire travailler sur leurs rêves. Et puis j'ai dit oui, parce que j'étais à la fois intéressé et flatté d'une façon ou d'une autre. Et j'ai commencé comme ça à m'occuper des gens, en vis-à-vis, à propos de leurs rêves. Et ils avaient confiance en moi, et même ils disaient, mais Pierre, on te doit combien? Alors moi, je me disais, mais attends, se faire payer pour quelque chose d'aussi précieux, c'est peut-être pas normal quand même, parce que c'est vraiment sur le fond du fond qu'on travaille. Et puis comme ils insistaient pour me payer, alors ben, j'ai dit oui, et d'ailleurs, comme j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, ça tombait très bien. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à être un peu thérapeute, ou un peu m'occupant des autres. J'étais en travail à l'époque pour moi-même avec un certain, enfin avec le groupe autour d'un certain Étienne Perrault, je ne sais pas si vous connaissez ce nom-là. Non, je ne connais pas Étienne Perrault. Qui disait prendre la suite de Jung. D'accord. J'ai travaillé avec une personne qu'il avait formée, qui s'appelait des interprètes de rêve. Et donc moi, je suis devenu interprète de rêve sans leur permission. Je trouvais que j'étais passé avancé. Bref, me voilà jungien qui fait travailler des gens sur leurs rêves. Et à cette époque-là, j'ai rencontré Serge Ginger. Et voilà, il y a eu quelque chose de très très fort qui s'est passé entre nous. Et c'était lui qui il a introduit la Gestalt en France. Il fait partie de 2 ou 3 personnes qui ont introduit la Gestalt en France. Et donc, je me souviens, on s'est rencontrés une première fois, invités par des amis communs. Et j'ai dit, mais c'est quoi la Gestalt? Alors, il me fait une démonstration minute, là, sur la table, avec la tasse de tisane. Ça m'a convaincu que j'avais un chemin à faire là. Et pour moi, à partir de Jung, il n'y avait aucune discontinuité. Parce que c'était l'accueil, c'était dire oui. La Gestalt, pour moi, c'est dire oui. Oui, peut-être aïe, ou oui, ah, ou oui, mais c'est oui comme ça commence par oui. Donc il m'a démontré lui, et il m'a montré comment il faisait, enfin comment il était, ainsi que sa femme, et donc je me suis mis à travailler avec eux, et ensuite j'ai fait la formation à l'école parisienne de Gestalt. Et donc ça a été mon 3e repère. J'en ai dit 3 déjà, ou 4, je ne sais plus. Si, mon père. Oh ben, on est passé à une autre question en fait. On est passé, mais de toute façon tout est mêlé, je pense, avec ta façon de fonctionner. On va faire des liens et des reliens et c'est pas très grave en fait. Donc, du coup, la question qui vient, c'est donc, c'était une suite logique après Jung, mais est-ce que ça t'a transformé, puisqu'on a parlé de transformation, est-ce que la Gestalt, par rapport à ton analyse jungienne, t'a transformé d'une manière particulière? Qu'est-ce que ça t'a apporté à cette époque-là? Je commencerai par te dire ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et puis maintenant, qu'est-ce que tu trouves qui est important dans la Gestalt? Maintenant que tu as toutes ces années d'expérience entre le début et les premières transformations qu'il y a eu en toi, et puis le point où tu en es maintenant et ce recul que tu as après les livres que tu as écrits et les formations que tu as données, c'est quoi l'essentiel de la Gestalt pour toi? Qu'est-ce qui fait figure pour toi actuellement? Je te donne les 2 questions, tu les prends. Alors, ce qu'il y a de commun, je ne sais pas si ça fait figure, en tout cas, ce qu'il y a de commun pour moi, qui pour moi était une continuation tout à fait normale entre la Gestalt, entre le Jungien et la Gestalt, c'était que tous les deux disaient oui, ne jamais dire non. Ou si on dit non, savoir pourquoi. Et que dans les deux, il y avait une bienveillance de fond. Alors, même si Jung était un homme socialement pas un peu désagréable et un peu prétentieux, enfin quelque chose de désagréable, il ne s'en rendait même pas compte.
même s'il était comme ça, pour moi, c'est un homme qui m'a ouvert plein de portes, et la Gestalt, elle continue à m'ouvrir des portes. Alors, les portes qu'elle ouvrait par rapport à Jung, c'est que, dans la vision, on va dire, dans la psychanalyse, le travail jungien, il y a les rêves, notamment, et puis il y a aussi, comment dire ça, il n'y a pas l'ici et maintenant, du moins pas tant que ça. En tout cas, ce que j'ai trouvé dans la Gestalt, c'est qu'il y avait de l'ici et maintenant, et que vous pouvez commencer à travailler par tiens, il fait beau aujourd'hui. Et ben, ça pouvait marcher. Et ça, j'ai trouvé ça, pour moi, il n'y avait plus de distance du tout entre moi et les gens qui me demandaient de travailler avec moi. Si j'avais été jungien, j'aurais cherché à savoir si l'animus, l'animal, la personnalité mana, enfin des trucs, des repères jungiens. Mais là, il n'y avait même plus moyen, même plus besoin. C'était directement là. Alors, ma sensibilité jungienne, elle m'a bien sûr rendu beaucoup de service parce qu'en arrière-plan, j'avais une vision de l'homme qui était très large. Très large et qui inclut notamment la dimension spirituelle et puis, je ne sais pas, le plus grand que nous, enfin, tout ça. Le fait que la destinée humaine n'était pas commode, que la souffrance existait. Mais il me semble que la Gestalt, elle a rajouté à ça la présence immédiate, voilà, l'ici et maintenant immédiat. Et que, tiens, ça me rappelle une citation, c'est Serge qui disait ça, c'est « La souffrance n'est pas obligatoire, mais elle est inévitable. » Et ça, je trouve ça complètement juste. Alors, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup souffert, en gros, par rapport à d'autres. Il y en a qui ont souffert 1000 fois plus que moi. N'empêche que je vois très bien ce qu'il veut dire. Donc, voilà plein de points communs qui ont fait que pour moi, c'était un passage complètement normal. Et j'ai une collègue qui a dit la même chose, elle venait de Jung, elle est devenue gestaltiste, et elle a dit que pour elle aussi, ça coulait de source, quoi. Alors, je crois que Jung ne connaissait pas la Gestalt, il aurait peut-être, parce qu'il est mort en quelle année, lui, en 51, je crois. Je ne sais plus. 51, non 56, je crois qu'il est mort en 56. Donc il aurait pu connaître la Gestalt, puisque le bouquin de Goodman, c'est 51. Oui. Mais ça n'a pas d'importance. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est, pour moi, qui était déjà ouvert dans la direction de quelque chose de bon. Alors, d'accord, Pierre, tu comprends plein de choses. Et puis là, avec la personne là, tu fais quoi? Et là, c'était ouvert dans la Gestalt. Là, c'est vraiment le contact. C'est la dimension du contact dont tu parles. Contact, oui. Et alors, c'est la dimension du contact et plus largement, ce que moi j'appelle de préférence le lien. Le lien, je ne sais pas si on en a parlé la dernière fois de ça. Non. Alors, le lien, c'est une notion qui n'existe pas dans le Goodman. Et pourtant, dans mon expérience et dans celle de tous les gestaltistes que je connais, ils travaillent sur le long terme, pas sur le court terme. Pour eux, pour moi, le contact, c'est une brique élémentaire. Une brique élémentaire de quoi? De la relation. Et qu'est-ce qui se passe à travers une relation? C'est le lien qui se transforme ou se transforme pas, mais c'est le lien. Donc j'ai été en tout cas un transformateur de liens avec l'approche gestaltiste. Et l'approche gestaltiste, elle dit le lien, il est fait de quoi? Il est fait d'une suite de contacts. Et quand c'est une suite assez longue, ça s'appelle une relation. Et le lien, c'est quelque chose qui est dedans. La relation, c'est ce qu'on voit dehors. Et le contact, c'est l'élément, la brique élémentaire du lien. C'est à travers des contacts successifs que se forge le lien et qu'il se transforme. Voilà, donc la notion de lien, pour moi, elle est centrale, et c'est pour ça que j'ai consacré un chapitre dans mon livre, et que j'étais sensible aussi au fait que ce gestaltiste canadien, là, Gilles Delille? Oui, Gilles Delille. Il parlait de psychothérapie du lien. Du moins, il faisait tellement allusion à ça, ou il était tellement proche de ça, que plusieurs de mes collègues qui travaillaient avec lui lui ont dit « Mais Gilles, ce que tu fais là, c'est une thérapie du lien. » Lui, il n'avait pas mis le mot, mais eux, il l'avaient mis, et moi, je suis d'accord aussi. Donc, mais justement, j'allais te demander, qu'est-ce que tu en as fait du coup dans ta vie, toi, en tant que… Qu'est-ce que tu en as fait de la Gestalt? Quelle forme ça a pris chez toi? Elle m'a, comment dire,
elle m'a montré comment interagir, m'offrir ou me proposer aux interactions avec cette liberté de dire ce que je ressentais et d'interroger l'autre sur ce qu'il ressentait. De faire en sorte, ah oui, tu sens ça, ben moi, ça, et qu'est-ce que tu en penses? Quelque chose que le dialogue était devenu naturel. Alors que quand j'étais plus jeune, il y a des collègues qui m'ont fait, enfin des amis qui m'ont remarqué que dans mes réponses, j'étais souvent un peu pointu, voire agressif. Mais je ne m'en rendais absolument pas compte. Et puis, par ailleurs, plus tard, des gens m'ont dit, mais Pierre, quand tu dis quelque chose, ça fait de l'effet. Ah bon? Ah bon, ça fait de l'effet? Alors, petit à petit, je me suis rendu compte de ça. Et tiens, ça me fait penser à un stage que j'ai animé ici, il y a longtemps maintenant, sur le thème « Qui suis-je pour les autres ?» C'est-à-dire quel effet je leur fais. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille rarement dans la thérapie la plus courante. C'est que déjà, on travaille sur quels sont les liens de la personne avec elle-même, avec ses proches, parce que le plus souvent, il y a des proches qui sont gênants ou qui sont pesants, etc. Mais après, quelle impression elle fait, elle, cette personne, sur son entourage, ben, c'est rare qu'on le travaille. On le travaille un peu en supervision, parce que, évidemment, c'est normal, puisqu'il y a les supervisés, ils amènent une autre personne avec. Ils ne travaillent pas que sur eux-mêmes. Mais dans la généralité des cas, il me semble que chez pas mal de gestaltistes, il n'y a pas ce regard sur qui suis-je pour les autres. Il y a peu ce regard pour qui suis-je pour les autres. Un peu dans les groupes, on peut avoir c'est pas un axe de travail, on peut s'en rendre compte au fur et à mesure quand on travaille en groupe, ça pose des feedbacks, mais c'est vrai que c'est un axe de travail très particulier. Donc toi, tu l'as fait dans ce que tu as fait avec la Gestalt, tu as Oui, été donc thérapeute, tu as été formateur, oui, super. euh, superviseur, tu as écrit des livres, Oui, un livre. Enfin, si, un enfin, livre. oui. Et alors? Ben, je regarde toutes les choses que tu as fait avec la Gestalt. Ah oui, bah, le livre, il a été le livre de 2011. Il a été en gestation, enfin, j'avais l'idée d'écrire un livre depuis presque le début. Le début, c'est-à-dire presque depuis les années 2000, quoi. Mais je m'y suis mis, enfin, petit à petit, je me suis rendu compte que les repères gestaltistes, l'awareness, le self, tout ça, c'était pas si clair que ça, ou dans mon esprit, ou dans l'esprit des collègues, y compris des formateurs, et que ça valait le coup de creuser pour voir ce qu'il y avait de solide là-dedans. Donc c'est ce que j'ai fait, et notamment quand j'ai co-animé à la FAP, formation avancée à la psychothérapie, je crois que ça s'appelle, et là il a fallu que moi j'enseigne sur les notions gestaltistes. C'est là que je me suis rendu compte que la awareness et la consciousness, ça méritait d'être traduit en français, parce que sinon ça devenait des fourre-tout. Je le pense encore aujourd'hui, hein, que pour beaucoup de gens, ils pensent croire, ils ont l'air de croire que parce que c'est en anglais, c'est pas traduit en français. Moi, je suis pas d'accord du tout. Alors, il faut dire que moi, j'ai vécu donc 2 ans aux États-Unis en parlant anglais plutôt très bien, et que ensuite j'ai lu pas mal de littérature en anglais. J'ai publié des articles en anglais sur le domaine des phénomènes paranormaux, et même plus récemment, j'ai lu Harry Potter en anglais. Autrement dit, l'anglais, c'est une langue que j'aime. Et je suis sensible aux nuances qu'il peut y avoir là-dedans. Et awareness et consciousness, c'est 2 mots qui ont des sens vraiment très clairement différents en anglais. Et c'est pour ça que je les ai traduits en français en me disant, voilà, je respecte ce dont ils sont porteurs. Donc awareness, ça donne une présence engagée, et consciousness, présence attentive. Les deux, c'est de la présence. Et j'ai été un peu étonné de trouver ça. Et je me souviens d'un jour où j'ai parlé de ça à la Société française de Gestalt. J'ai fait une intervention là-dessus, en disant, le titre, c'était un titre un peu provoque, ça disait plus besoin d'awareness pour être gestaltiste. Il y a des gens qui ont cru que je m'attaquais à la notion même d'awareness. Après, je m'attaquais au mot. Et je proposais de remplacer awareness par présence engagée. Ce que j'ai trouvé, moi, dans Goodman, quand il décrit ce qu'il est awareness, il parle du peintre avec sa peinture. Enfin, moi, je trouvais plein d'exemples de ce genre. Je me disais, ben voilà, c'est présence engagée. Et pourtant, ça fait pas mal d'années maintenant que je parle de ça, je me rends compte qu'il y a pas mal de gestaltistes, me semble-t-il, qui tiennent à awareness parce que ça leur parle plus qu'autre chose.
Donc voilà, tu vois, ça fait partie des choses qui se sont mises en forme à l'intérieur de moi, au niveau des repères, notamment par rapport à awareness, présence engagée, consciousness, présence attentive, et aussi par rapport au self. Et là, le self, moi j'ai beaucoup réfléchi à ça, je n'étais pas le seul d'ailleurs, même les anglophones, les auteurs anglophones, ils s'interrogent eux aussi sur le self. Et même j'ai trouvé des citations de Hume, non pardon, de Perls sans personne, et de, comment ils s'appellent les autres? Goodman et Line, comment il s'appelle? Moi aussi, j'ai un trou. Efferline. C'est ça. Le Efferline. pauvre, on l'oublie toujours. C'est celui qu'on Alors, oublie. un certain Malcolm Barlett, un autre Oui. thinker, et j'ai trouvé dans leur texte en anglais, eux aussi, des questions sur le self, c'est quoi? Et moi, j'ai trouvé ma définition à moi du self, après avoir beaucoup travaillé sur ce que Goodman en disait. Il en dit notamment, je crois, en somme, le self, c'est le moment où on a l'impression de créer la situation. C'est pas tout à fait la vraie citation de Goodman, mais enfin, celle-là, notamment, elle m'a beaucoup parlé. Eh bien oui, le self, et moi je le traduis par élan vivant. Élan vivant, qui n'est pas élan vital, parce qu'élan vital, c'est Bergson, 1910 ou 1920. Et élan vivant, ça c'est moi. Et vivant, le mot vivant, il fait quelque chose de plus présent que élan vital. Élan vital, ça fait pulsion. Pour moi, élan vivant, ça fait lien ou relation. Donc j'ai proposé ça, et ça me va très bien. J'ai plus à mettre self et puis mettre entre parenthèses dans son acception dans son acception gestaltiste, parce qu'il y a aussi une acception jungienne, puis il y a aussi une acception freudienne. Donc j'ai plus envie de ça, surtout dans le vocabulaire anglais habituel, self-service ou myself ou himself, ça a encore un autre sens. Donc je préfère élan vivant. Le self-gestaltiste, pour moi, c'est l'élan vivant. C'est que ça nous habite tous. Personne n'est à l'abri. Tous les gens qui sont vivants, ils sont habités par un élan qui les pousse vers quelque chose. Des gens, des choses, des espaces, des idées. Voilà. Donc l'élan vivant, c'est quelque chose qui nous rend vivants. C'est ça, on est fait de vivant. Et l'intérêt de l'élan vivant, à mes yeux, c'est qu'il n'a pas, a priori, il n'a pas de choix. Il peut être n'importe où. Il peut s'adresser à n'importe où. Ça peut être adressé aux papillons, mais aussi à la technique, mais aussi au bouquin, mais aussi à la forme des nuages ou à la relation. Tu vois, le vivant, il n'a pas de préjugés sur là où il va se trouver vivant. Et c'est ça que j'aime bien dans ce mot-là, l'élan vivant, c'est que on est tous habités par de l'élan vivant. Alors, en tant que thérapeute, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on essaie de voir où est celui de l'autre, là où il est bloqué, là où il n'a pas le droit, et où là, ça nous rend compte dans quelque chose qui chez nous est ouvert ou peut-être bloqué aussi, parce qu'on n'est jamais parfait. Hein. Les thérapeutes sont des hommes très humains, et des femmes aussi très humaines, qui ont tous, chacun, on a tous ses enjeux personnels. Moi, j'en ai autant que les autres. Hein. Et que le mot élan vivant, il me semble bien rendre compte de ça. Et que chacun, vu sa biographie, vu sa sensibilité, ça s'est orienté plutôt par là, ou plutôt par là, ou plutôt par là. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Là. Tu réponds. Je suis très nourrie, en fait, je t'écoute et du coup, j'en oublie, tu vois, j'en oublie les questions parce que j'en ai 20 de questions et j'ai plein de rapprochements et voilà. Donc, en fait, non, tu réponds complètement. Et du coup, j'étais en train de me dire qu'il y avait une question qui pouvait trouver sa place là. C'était quels est les souvenirs importants majeurs avec la Gestalt que tu as pu rencontrer, fabriquer? Majeur. Ouais, vraiment. Je cherche. Je ne sais pas s'il y a un majeur. Il y aurait plutôt toute une série. Ben, est-ce que c'est un truc majeur que quand j'ai eu publié mon bouquin sur les Gestalt, il y a Van Pevenage, qui c'est, Oui. qui est mort maintenant,
Ah bon? Ah oui, oui, il y Ah, a quelques années déjà. je savais pas. Il avait failli mourir il y a une quinzaine d'années à cause d'un truc de cœur. Puis finalement, ils lui ont fait je ne sais pas quoi. Et il m'a dit un jour, bah, c'est quand même pas mal, hein, la médecine actuelle, parce que si elle n'existait pas, je serais mort. Hein. Donc il a vécu plusieurs années encore après. Hmm. Et donc il m'a dit, mais Pierre, ton bouquin, il est génial. Et il m'en a acheté 10 d'un coup. Alors, tu vois, ce n'était pas très élaboré comme formulation. Alors, est-ce que c'est un événement majeur? J'en sais rien. Mais ça m'a conforté quelque part dans le fait que ça pouvait toucher en profondeur quelqu'un. Alors, j'ai eu Mais oui, il quelques faut. autres amis. Pardon? Si, moi, si ça m'était arrivé, j'aurais trouvé ça archi majeur. Même. Ah. Alors, c'était pas la première fois qu'on me faisait des compliments ou comment dire, des échos de ce que je transmettais. Bon, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit merci pour cette formation. Mais est-ce que je peux dire que c'est majeur? J'en sais rien. Je ne sais pas. Peut-être que je suis en train de penser à une cliente que j'ai eue qui a une histoire personnelle extrêmement difficile et qui était déjà en thérapie depuis longtemps avec d'autres gens, qui est venue me voir avec moi, il restait une dizaine d'années. Et elle a fait sa formation à l'école parisienne de Gestalt pour devenir gestaltiste elle-même. Elle est assez spéciale, celle-là. Et ben, je pense que ça, tu vois, qu'elle ait pu aller euh, dans cette formation parce qu'elle était en thérapie avec moi, ça me fait du bien. Quoi. Je me dis, ben voilà. Elle n'est pas la seule d'ailleurs, mais enfin, celle-là, elle venait vraiment de très très loin, de très très sombre, et elle a trouvé là un chemin de libération. Alors, des exemples comme ça, j'en ai plusieurs. Hein. Est-ce que c'est majeur? Ça, je ne sais pas. Mais c'est majeur pour toi, c'est majeur dans la C'est important. confirmation de ta place. Oui. Ah ben, j'ai l'impression, tu vois, souvent, il y a des gens qui me disent avec toi, c'est bien, on peut parler facilement, tu écoutes bien. Ah oui, ce que tu m'as dit là, ça m'a impressionné. Alors, ça me touche, ça. Et comme ça m'arrive, bon, moi souvent maintenant, parce que je vois moins de gens, mais ça m'est arrivé assez souvent. Donc, est-ce que c'est ça majeur ou c'est ça? Enfin, j'ai été beaucoup approuvé, c'est pas le mot, mais euh, j'ai reçu pas mal de témoignages de gratitude. Voilà. J'aurais peut-être pas dû mettre majeur finalement, à force de dire ce mot que j'ai traduit d'une question de Heather. Je me dis c'est peut-être, C'est pas en je anglais? crois que c'est important. Je sais plus exactement ce que Heather avait dit, mais ce que je voulais dire c'est, enfin moi ce que je comprenais de ce qu'elle dit, ce qu'elle dit, c'est ces expériences qui sont marquantes aussi, qui Ouais. sont et, et, moi je fais le lien avec ce que tu dis dans la transformation de toi au point qu'un père que tu estimes puisse voir cette transformation et la valider avec ce geste d'un chez 10, c'est aussi la transformation de cette personne qui part d'un endroit tout abîmé, est Ouais. plus fragile et qui devient cette personne qui peut s'engager et qui peut prendre sa place dans la chaîne. Euh, voilà, moi je trouve quand je t'écoute, je trouve ça majeur dans le sens, la logique de ce que tu dis depuis le début à propos. Tu as commencé avec cette affaire de transformation. Comment tu as été transformé et vécu et Ouais. comment ta place de thérapeute aide à la transformation. Et donc, oui, ça marche. C'est ça que je comprends de ce que tu dis. J'espère que. L'autre jour, j'ai eu des témoignages de ce genre. On a fait un Zoom avec un groupe qui ne peut plus se réunir à cause du Covid-19. Et je ne sais pas si je t'en ai parlé la dernière fois, c'est un groupe qui s'appelle le groupe des grandes questions. Donc on se Ça me réunit dit, 4 fois par an peut-être tu me l'as dit, mais j'ai oublié. Oui, dis-moi. et on est une dizaine de personnes là. C'est pas un groupe payant, hein, c'est un groupe bon, De réflexion. de réflexion, oui, et chacun apporte son témoignage sur une grande question qu'on apporte chaque fois, c'est une question. Et on utilise pour ça le jeu du nous, dont je t'ai envoyé les cartes et le fascicule. Alors, l'autre jour, donc, on a fait un Zoom, et puis, pendant que chacun disait là où il en était, ben, chacun a eu sa place, on était une dizaine, oui, sur les petits rectangles sur l'écran. Et puis, il y en a deux ou trois, peut-être même trois, qui ont dit, ah, il faut que je dise là à quel point le travail que j'ai fait avec Pierre était important pour moi. Moi, je n'avais rien demandé. Hein. Et ils ont été deux ou trois même, à le dire à tous les autres. Et moi, je me suis dit, ouh, ouh.
Bon, j'accueille. J'accueille, ça me touche, ça me fait quelque chose. Et alors, c'est vrai qu'en ce moment, les temps ne sont pas très commodes pour moi. Et il y a des tensions avec des proches. Et quand je reçois des trucs comme ce que je viens de te dire là, ça me conforte, quoi. C'est du baume à ton cœur. Ouais, ça me dit, ah bah Mm. oui, quand même. Bah, ça me rappelle quelque chose qui m'est arrivé, et avec 2 fois, je crois, en tout cas une fois, avec une cliente qui était perverse. Moi, j'ignorais tout de la perversion. Je ne savais pas que ça existait. Enfin, je connaissais le mot, hein. Mais dans la pratique, eh ben, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est-à-dire que, vu de chez moi, que je décris d'un peu loin, les gens qui sont marqués pervers, c'est des gens qui ne sont pas du tout sûrs d'exister. Et que pour exister, il faut qu'ils fassent de l'effet, mais n'importe lequel. Un coup de poing au milieu de la figure, ça fait de l'effet. Et une caresse et une déclaration je t'aime, c'est pareil, ça fait de l'effet. Donc, ça les rend vivants. Ça leur permet de vivre. Et moi, je ne m'étais pas rendu compte que cette personne que je pense a été marquée par ça. Et donc, au début, j'étais le meilleur thérapeute qu'elle ait jamais rencontré de sa vie. Et puis après, ça a tourné autrement. Et donc, je suis devenu un thérapeute hyper dangereux. Et alors, ce que j'en ai gardé, moi, c'est qu'elle était tellement convaincue que j'étais quelqu'un de dangereux que ça m'a envahi moi-même. Et que du coup, j'ai passé 15 jours, 3 semaines, un mois à me dire, bah oui, mais ce que j'ai fait jusqu'ici, ça ne tient pas la route, mais non, je me suis bourré, c'est pas ça, j'ai triché, elle m'avait contaminé avec son j'ai pas le droit d'exister. Donc moi aussi, je me disais, bah, j'ai pas le droit d'exister. Alors petit à petit, avec la supervision, avec les copains, avec ma femme, etc., j'ai remonté la pente. Et je me rends compte euh, à quel point on peut être abîmé, enfin je peux être abîmé. Alors est-ce que c'est parce que je n'avais pas compris ce que c'était qu'un pervers, que je ne m'étais pas méfié, tu vois, je faisais confiance, voilà. Je fais beaucoup confiance et quelquefois ça me se retourne contre moi, notamment là. Ça, je connais cette expérience-là. C'est aussi une expérience majeure. Oui. Alors, est-ce est-ce que c'est une expérience majeure pour le Gestalt? Non, je crois que c'est une expérience majeure pour Pierre Jeunet. Et Mais que oui, la mais Gestalt, elle m'aide à projeter de la confiance. Dire oui, bah oui, on va faire avec. Mais oui, bien sûr, non, non, tu as le droit d'être ce que tu es. Et puis, il y a des fois, c'est moi qui me fais avoir. oui, c'est là où tu as appris que tu peux dire non et tu sais pourquoi. C'est ce que tu as rajouté après. Au début, c'est oui. Et avec des noms et je sais pourquoi. Et là, c'est un exemple clair de il y a un Alors, non maintenant. voilà. Alors, Et tu sais pourquoi. le problème, la difficulté avec les personnes marquées perversion, c'est que ce n'est pas à elles qu'il faut dire non, parce qu'elles n'entendent pas. C'est à soi-même. C'est moi qui vais. Ah non, et là, je ne peux pas, c'est trop. Oui, Là, je peux pas. oui. Là c'est les limites. Ouais. Alors, peut-être d'autres personnes, elles savent faire, mais moi, non. Enfin, je n'ai pas su, on va dire. Ça m'ouvre la porte et je ne sais pas, mais peut-être que c'est un lien, mais ça me fait penser à une question qui est comment tu vis ton pouvoir et tes privilèges. Et je ne sais pas pourquoi, mais je fais une transition là, ça m'appelle ça. Alors, c'est pas grave pourquoi. Mais est-ce que tu as envie de répondre à cette question? Les pouvoirs et les privilèges. Oui, comment tu vis ton pouvoir et tes privilèges? Est-ce que tu en as? Et si oui, est-ce que tu as un sentiment d'en Bon. avoir? Et si oui, comment tu vis ça? Le pouvoir, quand tu dis pouvoir, je me dis, bah, je suis une personne repère pour plein de gens, notamment pour ma femme et pour des gens autour, les gens qui viennent dans le groupe des grandes questions, par exemple, ceux qui viennent aider à faire marcher l'association Le Creuset. Et tout ça, pour ces gens-là, je suis quelqu'un d'important. Donc, je ne peux pas dire n'importe quoi. Donc, s'il y a de la tension quelque part, c'est plutôt à moi de dire, attendez, on va regarder là, on va regarder là. Je m'en suis aperçu, sans faire exprès, il y a 3 ans ou 4 ans, nous avons organisé ici au Creuset 3 fois des week-ends qui étaient sur le thème de la bienveillance. Donc, c'était un samedi et un dimanche.
Et la première fois, c'était en 2010, puis on en a fait un autre en 2012 et un autre en 2014. Et après celui de 2014, qui avait enthousiasmé beaucoup de gens, notamment on utilisait le jeu du nous, entre autres choses, qu'après ça, il y a eu une quinzaine de personnes qui étaient d'accord pour envisager celle de 2016. Bon, j'étais là, moi, et alors on a choisi un thème. On s'est dit, bon, ça va être sur quel thème, parce que chaque fois, il y avait un thème particulier. Et là, le thème qui a émergé, c'était la bienveillance difficile. Avant, c'était plutôt la bienveillance qui faisait du bien, mais là, c'était la bienveillance difficile. Alors, travailler dans les banlieues, tu vois, enfin, dans les endroits difficiles. Bon. Alors, il y avait pas mal de gens là, donc des personnalités assez fortes qui avaient des réactions puissantes vis-à-vis de ça. Et puis, on a eu peut-être 2 réunions où ça a beaucoup échangé. Et puis moi, j'ai dit, ben oui, toi, tu penses ça, ben voilà, ça pourrait faire une partie de l'animation, puis toi, tu peux en faire une autre. Et puis, ils étaient d'accord. Et puis, sur ce mois, j'ai eu besoin d'un comment ça, d'un stade chrysalide, c'est-à-dire de m'écarter de tout ça. J'avais été très actif pendant l'année qui venait de se passer là, très actif, et j'avais aussi travaillé à construire autre chose dans la maison, dans le terrain. Et alors, j'avais besoin de m'isoler, d'être en retrait pendant longtemps. Donc, ça, je le sentais venir. J'en avais parlé déjà 1 an avant. Et j'ai trouvé un endroit où je pouvais aller en Ardèche, dans une maison paumée, un endroit où il n'y avait personne d'autre, pour 2 mois et demi ou 3 mois. Donc, j'ai annoncé ça à tout le monde était au courant, hein, et notamment les gens de ce groupe. Et moi, comme je voyais qu'ils étaient pleins d'enthousiasme pour préparer la bienveillance de 2016, j'ai dit, bah, c'est chouette, ça y est, il y a l'énergie qu'il faut. Donc, je suis parti. Et je me disais, ben voilà, il faut continuer, il y a ce qu'il faut. Et en fait, il n'y avait pas ce qu'il faut, parce qu'il y a eu des... Comment dire, il n'y avait pas la personne centrale qui était moi. Mais je ne savais pas que j'étais central. Je n'avais pas réalisé. J'aurais pu le savoir, c'était pas très malin de penser que je n'étais pas central. Mais n'empêche que j'ai cru que, vu celle-là qui apportait des choses très importantes, et celui-là qui apportait des choses très importantes, et celle-là qui avait des idées intéressantes, eh bien, ils allaient pouvoir se réunir et mettre en route quelque chose. Et finalement, non, ils se sont tapés les uns dans les autres. Donc, quand je suis revenu, moi, ça se délitait de partout. Et les gens s'engueulaient les uns les autres. Il y en a qui avaient quitté le groupe parce qu'ils ne pouvaient pas supporter une telle qui était trop autoritaire, un tel qui était trop je ne sais pas quoi. Et donc, finalement, on a conclu, quand j'étais revenu et qu'il y a eu une réunion avec moins de monde, on a convenu de ne rien faire parce que c'était trop contradictoire. Donc, voilà un endroit où je ne me suis pas rendu compte du pouvoir que j'avais sur ces gens-là. Et que si j'étais resté là, peut-être que j'aurais réussi à faire marcher à contenir toutes ces énergies qui étaient fortes et intéressantes en plus. Et puis moi, je me suis dit, bah, bon, non, il fallait que je parte, il fallait que je me donne 2 mois et demi. Donc j'étais très bien tout seul, à ne penser à rien sauf à là. Et c'était pas du tourisme, hein. J'étais dans un endroit de l'Ardèche où il y a plein de plantes piquantes, il y a des châtaigniers partout, des je sais pas quoi qui sont pleines d'épines aussi, des ronces et tout ça. Donc il n'y avait pas de quoi, c'était en plein hiver en plus, il n'y avait pas de quoi faire de la balade touristique. Et j'étais très bien avec mon poêle et avec faire des courses 2 fois par semaine et pas plus, sur un chemin comme ça. Bon, tout ça, ça m'allait très bien, j'avais besoin de ça, de m'isoler, voilà. de me mettre hors relation, donc stade chrysalide. Et puis, je ne me suis pas rendu compte que ça, du coup, à l'autre bout, ça allait avoir l'effet que je n'étais pas là et que c'était important, ça aurait été important que je sois là. Donc, voilà un autre exemple. Le pouvoir ne peut pas s'envisager sans la responsabilité qui va avec. C'est ce que j'entends que tu dis. Et c'est ça que tu n'avais pas mesuré. Je n'avais pas mesuré. J'avais cru que tellement ils avaient d'énergie, ça y est, ils allaient se débrouiller. Et ben non, ce n'était pas vrai. Donc maintenant, je me rends mieux compte de ce que j'ai de synthétiseur par rapport aux gens. Alors, ils me le disent plus facilement. Avant, je les intimidais plus peut-être, mais là, ils me le disent plus vite. Et je me dis, ah bah oui. Et pourtant, j'ai moins d'énergie, je n'ai pas très envie de continuer à investir très fort dans le creuset, et pourtant, je suis un repère. Et voilà. Oui. Est-ce que on arrive un petit peu à la question de la fin? C'est une question qui
et autour de ce que tu imagines dans l'évolution encore de ta pratique, comment tu la vois, comment tu l'envisages, qu'est-ce que c'est le next pour toi, et puis d'une façon plus générale, comment tu envisages, qu'est-ce que tu rêves de quoi tu as envie pour la Gestalt, quel next pour la Gestalt en général. Alors, je n'exerce quasiment plus la Gestalt. Mais en tout cas, ma façon d'être, elle est gestaltisée. Mais peut-être, comme je te le disais la dernière fois, ou peut-être que je ne te l'ai pas dit, c'est que pour moi, attends, il faut que je revienne à cette citation de Goodman dans la préface à l'édition américaine complète, où il y a Efferline, et puis ensuite il y a Goodman. C'est la Gestalt, c'est l'approche originelle, non distordue et naturelle de la vie. Ça, c'est signé Goodman, ça. Et moi, en lisant ça, je me dis, exact, c'est formidable, c'est exactement ça. Autrement dit, il ne disait pas, nous les gestaltistes, on a inventé quelque chose. Il disait, nous les gestaltistes, on retrouve quelque chose, la nature humaine. Et pour moi, un gestaltiste qui serait complètement gestaltiste, il n'aurait même plus à s'appeler comme ça. Il serait juste un vivant. Un vivant qui est ce qu'il est, qui est sincère, qui est direct, qui ne sait pas tout, qui comprend des choses, et d'autres qui ne comprend pas, il demande. Donc, pour moi, la Gestalt, c'est un moule. Et si on adhère bien à tout ce qu'il est, toutes les formes qu'il a, eh bien, on est juste vivant. Alors, c'est ce que j'ai un peu voulu poser ou montrer dans le dernier chapitre de mon livre à propos de ce que j'appelle le mot de synote. Je t'en avais parlé de ça? Je vous en avais parlé en supervision? Je ne sais plus. En fait, moi, je l'ai lu dans ton livre et tu m'en as parlé, on en a parlé un peu la dernière fois. C'est le mot que tu imaginerais à la place de thérapeute, c'est le mot. Voilà. Hein, c'est ça? Oui. Est-ce que oui, dis-moi en plus. Oui. Et à la place de thérapeute gestaltiste notamment, parce que chez les gestaltistes, c'est l'approche qui pour moi est la plus relationnelle, la plus implicative, je ne sais pas si on peut dire ça, du thérapeute. Il faut qu'on se mouille, nous, parce que si on ne se mouille pas, on n'est pas thérapeute, enfin, on n'est pas gestaltiste. Et alors, donc, j'avais inventé ou trouvé ce mot-là, synote, syn qui veut dire avec, S-Y-N, et eut qui veut dire bon, beau et droit. Et comme thérapeute, ça finit par eut. Et comment ça s'appelle? Il y a une divinité grecque, la bonne danseuse, Euterpe, elle s'appelle. Terpe, c'est la danse, et Terpe, c'est la bonne danse. Bon, il y a plusieurs. Maïeut aussi, ça c'est le mot de Socrate. Hein. Alors, maï, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais eut, c'est bon, c'est bon, beau, droit. Donc, pour moi, syneut, c'est l'accompagnement de quelqu'un dans le beau, le bon, le droit, le juste. Alors, l'accompagnement, ce n'est pas forcément qu'on est thérapeute. On peut être juste un ami, on peut être un grand frère, une grande sœur, on peut être un oncle, une tante ou un père, enfin n'importe quelque chose qui a de l'autorité sur quelqu'un d'autre, à qui quelqu'un d'autre fait confiance et à qui nous, on fait confiance aussi parce que quelque chose est possible. Et je pense qu'il y a des tas d'exemples dans l'histoire de gens qui ont été synotes sans être thérapeutes, parce qu'ils ont accompagné quelqu'un, ils ont été le maître, la référence de quelqu'un, le modèle, comment on dit, voilà, le repère de quelqu'un, voilà, et que ça fait des synotes naturellement. Alors que si nous, les gestaltistes, on voulait bien consentir ou remarquer qu'on était en effet des synotes, ça ouvrirait peut-être les choses, ça permettrait à la gestalt d'abord de ne plus utiliser ce mot de gestalt qui est un mot un peu mystérieux, qui est, bon, il est mondialement répandu, mais beaucoup de gens disent à quoi ça sert de s'appeler gestalt, personne ne comprend ce que ça veut dire, il faut leur expliquer. Donc synote, ce serait plus facile peut-être. Mais attends, j'ai perdu mon idée. Oui, oui, ce mot de synote, il m'est venu notamment par rapport à la loi de, je ne sais plus comment il s'appelle, ce député de Nancy, qui a interdit qu'on utilise le mot de psychothérapie. Ah oui. Accoyer. Donc il a fait voter par une assemblée où il y avait 4 pelés et 2 tendus, un soir tard, que désormais les psychothérapeutes n'auraient plus le droit de s'appeler comme ça, sauf s'ils étaient psychiatres et psychanalystes.
Alors, à ce moment-là, ça m'a fait réfléchir. J'étais en train de commencer, enfin, en 2003, lui. Mais ça a duré pour beaucoup d'années avant que ça se devienne une loi. Bon, et moi, j'étais sensible au fait que nous, les thérapeutes, les gestaltistes en tout cas, nous n'étions pas des auxiliaires de la médecine. Nous avions une autre vocation, qui était en gros les auxiliaires de la transformation. Et que pour qu'on ait à se transformer, il n'y a pas besoin d'être malade. Il y a besoin de vouloir se transformer, de sentir qu'on n'est pas ce qu'on devrait être ou ce qu'on pourrait être, et qu'on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne là, dans la transformation, dans la métamorphose. Alors, le mot sinut, il est chargé de ça. Je ne sais pas très bien quel lien on peut faire avec les Gestalt, sauf que moi, pour moi, il y a un continuum. Ouais, ce que j'ai été, mon père, Kaiserling, Chauvin, le Jung et la Gestalt, pour moi, tout ça s'enchaîne. Et Sinut, c'est au bout. Alors, en tant que moi, grand-père, peut-être un jour arrière-grand-père, en tout cas père, grand-père, mari, etc., eh ben j'ai de quoi être, même avec moins d'énergie qu'avant, je peux être une forme de Sinut. Voilà, je ne fais pas payer, je suis un repère et je consens être un repère, même si quelquefois ça me fatigue ou ça me paraît trop gros. Oui, mais quand même, les gens, je les aime. Peut-être que je les aime moins qu'avant. En tout cas, quand je regardais l'autre jour, hier, je voulais chercher des personnes à qui j'avais fait des certificats, d'avoir assisté à tel ou tel séminaire ou supervision. Et j'ai vu les listes des personnes avec qui j'étais en travail thérapeutique, ou de superviseur ou de formateur. Et il y en a un long comme ça. Je me dis, mais attends, ah ben oui, c'est vrai, je me suis occupé de celui-là. Mais celui-là, je ne sais plus qui c'est. Mais celle-là, non, je ne vois pas qui c'est. Et pourtant, je m'en suis occupé beaucoup. Donc, je me dis, oh là là, quelle énergie il m'a fallu pour être présent à tous ces gens-là. Donc, j'ai moins d'énergie, mais mon intérêt pour la transformation, il est toujours là. Je ne sais pas si j'ai répondu là. Tu as répondu. C'était le next pour toi, c'est continuer cette transformation jusqu'au bout en allant, en étant si neutre, peu Voilà. importe la forme. C'est ce que j'ai compris Oui. que tu disais. Et pour la Gestalt en général, est-ce que tu vois un next, tu souhaites un ou non, ou ça Je suis t'intéresse pas un ou... peu désarçonné ou inquiété par le nombre de gens de gestaltistes qui disent moi je suis gestaltiste du chant, moi je suis gestaltiste de je ne sais plus quoi, moi je suis gestaltiste d'autre chose. Je dis bah oui c'est vrai, de toute façon il y a toujours de la différenciation dans les familles, c'est normal. Mais est-ce qu'ils auraient, tous ces gestaltistes là, est-ce qu'ils auraient justement un repère central, une personne ou une idée ou... Alors, je ne sais pas, moi, si j'ai à dire c'est quoi l'idée centrale de la Gestalt, c'est dire oui, c'est de dire, ah oui, j'ai un autre motto moi, pour la Gestalt, c'est on va bien voir. C'est-à-dire on On est va prêt, bien voir. on va bien voir. C'est-à-dire on est prêt à ce que quelque chose d'imprévisible arrive. Puis peut-être qu'on va voir qu'on ne peut pas, mais en tout cas, on va bien voir. Puis on peut aussi voir, ah ben oui, ça s'ouvre, ah ben oui, ben, tout est possible. Quoi. Alors pour pouvoir dire on va bien voir, il faut qu'il y ait un socle vachement solide quand même, chez les gens. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal même de thérapeutes ou d'apprentis thérapeutes qui n'avaient pas vraiment le socle qu'il fallait pour en arriver là. Donc peut-être que je suis arrivé, on va bien voir, un peu sur le tard, non? Je crois qu'il y avait quand même quelque chose de ça chez moi, même depuis mes débuts, mais j'avais déjà 51 ans quand même. Donc j'avais été suffisamment bien traité par la vie pour pouvoir faire confiance à on va bien voir. Alors, est-ce que là, les gestaltistes pourraient se réunir? Est-ce qu'il pourrait y avoir... Alors, est-ce qu'il y a eu un moment de rapprochement entre la Société française et puis le collège? Je ne sais pas où ils en sont maintenant. Est-ce que tu es au courant, toi? Alors non, mais alors moi je suis en dehors de toute Oui. collectivité. Alors, moi aussi. Mais je sais qu'il y a eu des tentatives de rapprochement, même plutôt sympas. Mais je ne sais pas où ça en est maintenant. Et je me dis, bon, bah, oui, ils peuvent essayer. Mais est-ce que ce n'est pas le destin de toutes les disciplines ou façons de voir nouvelles, de toute façon, de se différencier en beaucoup de familles? La psychanalyse, ça fait pareil. Hein.
et puis les socialistes, et puis les communistes, et puis je ne sais pas qui, tous les gens, enfin tous les gens qui étaient centraux quelque part, ben, ils ont eu des élèves ou des imitateurs qui n'étaient pas d'accord entre eux. Alors je me dis, ben voilà, ça va peut-être faire comme ça, mais je crois aussi par ailleurs que la posture gestaltiste qui consiste à s'impliquer dans la relation en tant que thérapeute, j'ai l'impression qu'elle se répand, et pas que chez les gestaltistes. Il y a quelque chose qui va avec un peu, tu vois, un mouvement après 68 où il n'y avait plus de mandarins et il y avait tous des égaux, du moins ils souhaitaient, et bien que, y compris dans le domaine thérapeutique, c'est ça qui est en train de se faire. Que ça s'appelle gestaltiste ou non. C'est oui, ben oui, on est responsable de la personne en face, de ce qu'on lui fait, de ce qu'elle nous fait, et on va travailler à deux. Alors il y a des psychanalystes qui travaillent aussi comme ça, qui savent que ça se passe dans les deux sens. Il y en a plein d'autres aussi qui ne croient pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça se répand. Surtout dans notre époque, tu vois, les gilets jaunes, et quelque chose d'une solidarité de base, de la base, qui se rend compte que on n'est pas seul. Hein, il y a des semblables à droite, à gauche, et on a à faire quelque chose ensemble. Alors, le faire ensemble, il y a toujours eu des faire ensemble qui se sont dilués ensuite. On va faire autrement. Mais quand même, il y a quelque chose, c'est un mouvement de balancier. Se différencier, se rapprocher, se différencier, se rapprocher. Donc, je fais assez confiance à l'espèce humaine pour qu'il se passe quelque chose de ça, notamment autour de la signetie, de la thérapie. Et j'aimerais, moi, que la Gestalt s'arrête de s'appeler psychothérapie. C'est restrictif comme terme. Est-ce qu'elle pourrait s'appeler autrement? J'en sais rien. En tout cas, il y a des prêtres qui sont des synotes aussi. Mais il y en a qui sont le contraire, mais à tous les niveaux, il y a des gens qui accompagnent les autres. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, je voulais savoir si tu as envie de rajouter quelque chose. Prendre juste 5 minutes, voir si tu as quelque chose qui te vient, qui est important. Un petit moment de chrysalide. Toute proportion gardée, je pense à Albert Einstein. Il s'est intéressé aux phénomènes paranormaux, lui. Il avait un couple d'amis, et la femme et l'homme, ils faisaient la transmission de pensée, d'une pièce à l'autre de la maison ou même de plus loin. Et Einstein, qui était leur ami, il a accepté de préfacer le livre dans lequel il parlait de ça. Et plus tard, Einstein s'est rendu compte que comme il avait une célébrité mondiale, tout ce qu'il pouvait dire, ça allait faire de l'effet. Alors il est devenu prudent par rapport à ça. Donc il s'est retiré d'avoir à dire quelque chose à propos de phénomènes paranormaux. Alors moi, j'ai à dire quelque chose à propos de phénomènes paranormaux. Comme j'ai un public beaucoup moins nombreux, c'est sans doute moins risqué. Ça fait partie d'ailleurs de mes ambitions pour le bouquin que je suis en train d'écrire, c'est de parler dedans de phénomènes paranormaux comme étant d'un endroit qu'on ne peut pas continuer à ignorer comme la science l'a fait jusqu'à maintenant, enfin la science occidentale en tout cas, parce qu'il y a derrière quelque chose d'extrêmement profond et puissant qui se cache jusqu'à maintenant. Je ne sais pas quoi d'ailleurs. Si je le savais, je l'aurais déjà écrit, mais je ne sais pas encore. Et je vois qu'il y a une marche à monter là, à propos de ce qu'on appelle paranormal, c'est-à-dire, ouais, c'est un peu de côté, mais ce n'est pas important. Ben si, quelque part, c'est important au niveau de notre esprit. Voilà. En tant que gestaltiste, j'ai eu à faire beaucoup des rêves prémonitoires, des télépathies, tout ça. Et comme je disais, bah oui, ça arrive. Ah bon, ça arrive vraiment? Ben oui, ça arrive. Si tu as une télépathie, c'est normal. Ah bon, je suis normal? Eh ben oui. Ici en Normandie, il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent. Ici, ça s'appelle les croyances populaires. Il y a des gens qui ne sont pas gestaltistes, qui ont monté des groupes de travail pour que les gens puissent parler des phénomènes qu'ils vivent et qu'ils n'osent pas nommer. Et ils ont fait, parce que là où je suis en Normandie, en France, il y a beaucoup de... les phénomènes inexpliqués ont une part puissante dans la symbolique et dirigent beaucoup, ont une influence sur la vie des gens. Donc, je comprends ce que tu dis.
Est-ce que ça me fait penser à cette femme qui a écrit un bouquin qui s'appelle Jeanne Favret-Saada. Favret, trait d'union, Saada. Elle est chercheuse de CNRS sur les coutumes humaines ou quelque chose comme ça, et elle a eu à faire un travail sur la sorcellerie dans le bocage normand. Toi, tu es dans le bocage normand. Je ne sais pas si parce que si c'est la haute ou la basse Normandie. Moi, je suis en haute Normandie. Haute, ça veut dire près de la mer, près de la Manche? Oui, je suis en face de la Manche. Je suis loin de la Bretagne. La basse, c'est celle qui est le plus proche de la Bretagne. En tout cas, donc ce que tu me dis me fait penser à cette autrice-là, qui a donc été dans le bocage normand et qui a annoncé à des gens comme ça, dit, ben voilà, je viens enquêter sur la sorcellerie dans le bocage. Bon, les gens y revenaient. Écoutez, on a notre camionnette, on a la télévision. Il n'y avait pas encore le portable, mais bref. Ça se passe il y a 30-40 ans. Et les gens ils disaient, non, quoi. Non, ça n'existe plus. Ah si, il y a peut-être une vieille dame. Et puis au bout d'un an qu'elle était là, les gens ont commencé à s'ouvrir et dire, bon, attends, on va vous dire. Alors ce qu'on lui a raconté, c'est qu'il y avait des ensorceleurs qui étaient consultés par des paysans qui voyaient leurs vaches mourir ou leur blé pas arriver à la maturité, tout ça, qui disaient, c'est lui là-bas qui nous envoie des sorts. Alors, ils font venir l'ensorceleur, je ne sais pas comment on dit, le sorcier, qui dit, à votre avis, c'est qui? C'est celui là-bas, à 3 km là. Ah bon? Et alors, il organisait, alors, ils n'allaient pas du tout voir le gars pour lui dire, qu'est-ce que tu fais à mes vaches? Et ils organisaient une séance par nuit de pleine lune, avec du sel en train de griller dans une poêle, à minuit pile, et il fallait que ça allait avertir l'autre, le supposé méchant, qu'on lui vole du mal, et qu'il allait certainement venir à la ferme pour dire arrêtez, arrêtez, et que s'il venait, il fallait surtout pas lui ouvrir. Alors voilà la coutume, dans le bocage normand, il y a 40 ans. Et alors, dans son bouquin, elle raconte ça, et elle donne 2 exemples où en effet ça a marché, en ce sens que les personnes déclarées mauvaises sont tombées malades. Il y en a une qui est morte, je crois, et l'autre qui a été dérangée pour le reste de sa vie. Alors, c'est pas des trucs comme ça que tu as entendu parler de toi? En fait, je n'ai pas approfondi. J'étais en train de penser à ta phrase gestaltiste, c'est on va bien voir. C'est ça avec lequel j'étais, c'est oui. dans ces possibles et dans ces inconnus-là, ta posture, et j'étais avec ta posture qui est toujours de on va bien voir, et ça m'attire. Alors, Fabrice Saada, elle est devenue psychanalyste par la suite. Ah ben voilà. Pierre, on est au bout de notre temps, notre interview. Est-ce que encore une fois, c'est bon pour toi? Oui, on peut s'arrêter là? C'est bon pour toi? Oui, très bien. Merci beaucoup de ton temps. Merci pour tout ce que tu as raconté. Je suis encore pleine de ça. Je sens que moi aussi, je vais avoir un temps de chrysalide après notre entretien. Pour moi, c'était bien agréable, c'était intéressant. Et j'aime ta position à toi qui est très souple et qui laisse les portes ouvertes partout. Moi, ça me va bien comme ça. Okay. Merci beaucoup, Pierre. À bientôt. Je vais arrêter l'enregistrement.